Zap Crypto, c'est tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Bienvenue chez vous les zappeurs et zappeuses. Bonsoir la cryptosphère. Alors avant de commencer, sachez que je suis désolée pour la sortie des apps un petit peu tardif en ce moment. Je suis un chouïa débordée et comme vous avez pu vous en rendre compte, il manquait même mon intro dans le dernier zap. J'ai été plutôt surprise de votre réaction. Comme j'expliquais dans le Telegram, je me questionne souvent sur la pertinence de ce petit extrait. Au fait, je vous mets le lien du Telegram en haut à droite. Et finalement, je me rends compte que tout comme moi, vous vous y êtes beaucoup habitués. Alors désolée, j'étais juste pris d'une énorme fatigue et j'avais qu'un souhait, c'était sortir le zap. Alors avant de débuter, le Fear and Greed risque d'être un petit peu long aujourd'hui et le zap tout autant. Alors si tu es pressé, sache que tu as tous les timecodes dans la description juste en dessous pour que tu puisses naviguer le plus rapidement possible. Et ainsi aller à l'essentiel. Avant de passer à notre Fear and Greed Index, on va passer à tous nos gagnants tirés au sort lors du dernier live. J'en profite pour remercier tous les zappeurs et zappeuses qui étaient présents. Comme d'habitude, on a passé un super moment. Et grâce à un streamer dénommé Scalper, on a même pu atteindre les 150 viewers pour la première fois. Allez, on passe au premier gagnant qui est Petit l'ourson qui avait clôturé l'ancien tirage et qui ouvre celui-ci. GG à toi. On a ensuite Yann, Terrien en détresse, Amaury Baudouin, Peter Logan, Jus et Julien Adamo. Bravo à vous tous. Je vous rappelle qu'il vous faudra me fournir une petite adresse EGLD, mais qu'il faudra surtout vous armer de patience. Et oui, je me répète, mais je galère beaucoup à upload ces NFT vidéos ces derniers temps. Mais vous inquiétez pas, ma devise est que les bons comptes font les bons amis. Allez, passons à notre Fear and Greed Index côté crypto, qui se trouve à 68 dans la zone de grid. Bon, pas grande surprise, quand on voit le Bitcoin à 28 000 $, à un prix dont on ne l'a pas vu depuis des mois, je dirais même des lustres, ça coule plutôt de source. Du côté des marchés US, nous sommes toujours dans la zone de peur à 29. Et je vais profiter de ce petit fear pour introduire mon premier petit coup de gueule du jour. Je ne comprends vraiment pas les gens qui sont heureux du sauvetage des banques et encore plus des personnes qui sont dans le monde de la crypto. Et dire que s'il n'y avait pas eu le sauvetage des banques, on serait en train de payer notre baguette 3 000 €. J'ai envie de te dire que dans tous les cas, c'est ce qui va finir par arriver. Donc pourquoi ne pas arracher le pansement dès maintenant et que tout le monde voit la réalité des choses? Parce qu'au final, ces banques, quand elles font des profits de dingue, c'est entre eux qui se les partagent. Et dès qu'ils font de la merde, c'est à nous de payer. Oui, parce que concrètement, comment on va payer tout cet argent magique? En grande partie grâce à l'inflation. Donc c'est toujours le contribuable qui finit par payer la merde des autres. Et en plus de ça, on les applaudit. Donc voilà, les mecs qui se torchent littéralement avec notre dignité, et de l'autre, on a une grande partie qui les en remercie. C'est juste what the fuck. Et vous allez voir que dans l'extrait qui va suivre le mien, c'est tout autant what the fuck. Les gens font de la merde, prennent des décisions de merde, impriment de la merde, et se félicitent littéralement de leur boulot de merde. Et après, on se demande comment on a pu en arriver jusque-là. Ben, il y a de quoi devenir schizophrène, hein. Ensuite, j'ai un second petit coup de gueule à pousser. Alors s'il y a des annonceurs qui passent par là pour se demander si le Zap Crypto est le lieu idéal pour faire de la pub pour leur projet, en l'occurrence, tous les projets qui me parlent de trading, de signaux de trading, de copy trading, sachez que tous vos projets me cassent littéralement les couilles. Je ne ferai jamais de la pub pour vos projets de merde. Vous êtes aussi lamentable que tous les banquiers du monde traditionnel, toujours prêts à vous faire du fric sur le dos des gens. Et là, je m'adresse à vous, viewers. Comprenez que le trading est un métier et qu'en majorité aujourd'hui, ce sont des bots que vous devrez super former. Et là, je te pose une seule question. Penses-tu vraiment pouvoir gagner face à des entités qui dépensent des milliers, voire des centaines de milliers de dollars pour acquérir et faire évoluer ces bots? Je pense que la question est vite répondue. Et maintenant, vous, les créateurs de contenu, tous ceux qui font de la pub là en permanence pour Bybit, CoinEx et j'en passe. Vous avez pas honte de faire votre fric sur la perte sèche de vos viewers? Parce que oui, vous savez que vous jouez littéralement avec les sentiments des gens. À force de leur mettre de l'eau à la bouche et de faire planer le doute sur le fait que peut-être que votre réussite financière viendrait peut-être du trading, mais mort de rire. Donnez-nous votre track record depuis 2-3 ans qu'on rigole. Vous êtes là à critiquer le monde traditionnel, mais en gros vous faites pas mieux. Et vraiment, je me demande comment vous faites pour
vous regarder dans un miroir tous les matins. Je reviens à vous, les zappeurs et zappeuses. Le bull run se rapprochant inévitablement, l'euphorie va être de plus en plus grande d'ici quelques semaines, d'ici quelques mois, alors commencez à vous armer dès maintenant. Vos créateurs de contenu préférés ne sont pas vos amis. Ils sont là tout comme vous pour se faire du fric et pour une grosse partie, ce sera à votre propre détriment. On va vous parler de super projets, de nouvelles technologies, de super plateformes. Et puis, si ça s'effondre, ils feront mine d'être dépités et tout comme Madame Lagarde, ils viendront vous dire que tout ça tombe du ciel. Et la triste vérité, c'est que eux auront pris leur chèque. Et ça, ne l'oubliez jamais. Sur ce, vous pouvez enfin vous installer confortablement. Votre zap va commencer. Je vous souhaite une excellente vidéo. Merci à tous pour votre force. C'était Zap Crypto. La bonne nouvelle du week-end, c'est que les autorités suisses ont fortement poussé, conseillé, obligé, rayé la mention inutile. UBS, l'Union des banques suisses, a racheté Crédit. Le Crédit Suisse a absorbé donc pour une somme totalement symbolique, qui est d'un petit milliard. Ils prennent en charge à leur compte 5,4 milliards de pertes et ils ramènent, alors pas eux, pas UBS, Crédit Suisse, juste avant la fusion, ils ramènent à zéro dans leur comptabilité pour 17 milliards d'obligations extrêmement risquées. Elles n'existent plus, elles ne valent plus rien, ce qui a fait extrêmement plaisir aux gens qui détenaient ces 17 milliards d'obligations. Voilà. Mais ça permet de sauver Crédit Suisse, ça permet de sauver la Suisse, ça permet de sauver la réputation des banques suisses qui n'est plus à faire tout de même depuis 1941. Et on a, ça me fait marrer mais c'est assez tragique, et on a sauvé là tout simplement, vous en avez peut-être pas rendu compte ce week-end, ça a juste sauvé l'économie mondiale. Et si vous avez encore de l'argent sur vos comptes, que vos entreprises fonctionnent, c'est aussi en partie grâce aux Suisses qui ont pris la bonne décision. Et c'est ça qui est très intéressant, je prends un peu de temps quand même pour vous en parler. Lehman, on a compris, c'est le fameux dicton, trop grosse pour faire faillite. C'est effectivement le cas. Et donc la banque suisse a réagi, la banque centrale suisse a réagi extrêmement rapidement et ça a été salué par la banque centrale européenne. Ça a été salué par le FO, enfin par Jérôme Powell. Après, tant que la Fed continue d'imprimer à partir de rien, pourquoi on se fait du souci? Combien de temps ce petit jeu va durer, quoi? C'est la question. Alors, moi, en Tant qu'il y aura de l'encre. Tant que les imprimantes seront branchées et qu'elles fonctionnent. Tant qu'il y aura du papier, frérot. Mais alors pourquoi ils se font chier de l'autre côté à nous dire que la politique elle se resserre et qu'ils vont augmenter les taux si de l'autre côté c'est pour mettre 300 milliards? Alors je sais pas. Géométrie variable. C'est ça, c'est deux poids deux mesures, Peter. C'est que l'argent pour les retraites, oh là là, il y en a pas. L'argent pour les banques, ils en ont besoin. Attendez, j'arrive. Qui a l'argent dans ces banques-là? C'est nous, les petits épargnants. Les banques centrales protègent tout le monde, elles injectent. Elles protègent vraiment tout le monde, bien sûr. Elles protègent les gens comme nous, les banques centrales. Bien sûr qu'on est au cœur de leur intérêt à ces banques centrales-là. Bien que les banques, elles nous grattent des avios, non? Mais attendez. Ça veut dire quoi, alors, moi, il y a quelque chose qui était très drôle que j'ai lu sur Internet et qui est très vrai. Il faut savoir que sur ces banques-là, il y a des gens qui sont recrutés à coût de millions, c'est ce qu'on appelle des gestionnaires de risque. Ils sont payés des centaines de milliers d'euros et de dollars, surtout aux États-Unis, pour pouvoir faire une gestion de risque et avoir une banque qui soit saine. Pour qu'au final, ils prennent les risques de malades, genre c'est Stevie Wonder. Je vais investir là-dessus. Je ne sais pas ce que c'est. Et puis à la fin, la banque, il y en a plus. Et c'est l'État qui arrive et qui dit bon, vos erreurs, on va les effacer d'un coup de chèque. Voilà. On a imprimé là, il y a 3 tonnes qui arrivent de papier. C'est bon, pas de problème. On couvre tout. Ils sont payés pourquoi ces gens-là en fait, au final? Ouais, ça arrive pas dans le monde de la crypto bizarrement. Si t'en as qui font n'importe quoi, c'est la douche. Non, si t'en as qui font n'importe quoi, t'as Aurore Lalanne qui arrive. Oui, je ne dirai pas son nom par principe. Aurore Lalanne qui arrive et qui dit oh non, ce secteur est dérégulé. Aurore Lalanne. Non, ce secteur est dérégulé. Regardez ce qui se passe. Et là, pareil. Le secteur financier traditionnel se casse la gueule. Qu'est-ce qu'elle ose dire?
C'est à cause des À partir cryptos. du moment où elle donnait raison à SBF et à FTX il y a pas si longtemps, écoute, voilà, on va pas commencer à parler. Comme tu dis, c'est lui faire de la pub à Du coup, la les dame. amis, du coup, 300 milliards imprimés, ça permet du coup de donner de l'argent aux investisseurs et du coup ils se font plaisir sur le Bitcoin et c'est ce qui a fait peut-être qu'il est à 28 000 aujourd'hui. Tu vois, je sais pas. Ah non, ça permet de renflouer les trous de La banque. de la banque, de tout ce qui était sorti et qui ne reviendra jamais. Et voilà, et de faire face au quotidien aux affaires courantes, quoi. Mais effectivement, ça réinjecte de la liquidité, donc dès qu'il y a un petit peu trop d'argent qui est injecté, bah ça ruisselle, comme on dit. Ça ruisselle. En fait, le problème de ça va être double. Déjà d'une, mettez en commentaire qu'est-ce que vous pensez de ces gens-là. Est-ce qu'ils ont besoin vraiment d'engager des gens qui font de la gestion de risque s'il y a un gouvernement et un État derrière qui couvre toutes les pertes liées au risque? Ils servent à rien pour moi, mais qu'est-ce que vous en pensez? Mettez-le en commentaire. Deuxième chose, imprimer autant, bah, ça fait perdre de la valeur à l'argent en fait. Hein. C'est pour ça que les gens parlent d'inflation, inflation, tout coûte cher. L'inflation, c'est pas le prix des denrées alimentaires qui augmente forcément. C'est aussi le pouvoir de notre argent qui est en train de baisser. Et pourquoi il baisse? Pas la guerre en Ukraine? Le dollar, ça fait longtemps qu'il est plus adossé à l'or, hein, les gars. Ah Oui, ouais, il paraît, ouais. le pétrodollar qu'il y a eu après. Et aujourd'hui, il faut savoir que le pétrodollar, ils sont en train de discuter avec le Moyen-Orient, les Chinois là. Ils sont déjà en train de discuter pour payer. Et ouais, ils sont en train Les de BRICS, penser. ils sont en train de faire leurs choses, hein, ça passe pas aux infos. Enfin, les Chinois, ils veulent le payer en yuan. monopole, effectivement, est peut-être en train de tomber. Mais Du coup, écoute, l'argent qui va être imprimé, à voir. ils vont le vendre à qui? C'est fini ça. Les amis, première news et une news pas très top pour commencer avec le président de la commission du budget du Parlement européen qui appelle à l'interdiction des cryptos dans un contexte de turbulence bancaire. Il est pas gentil lui, il s'appelle Johan van Overveld qui est membre du Parlement européen. Il a insisté sur le fait que les gouvernements devraient interdire les cryptos comme le Bitcoin. Son appel intervient dans un contexte de crise déclenché par la faillite de plusieurs institutions bancaires, donc deux banques américaines favorables aux crypto-monnaies. Tu connais les noms, on les a vu ça. Et donc, je cite ce charmant Johan qui dit « Une autre leçon à tirer de l'agitation bancaire actuelle, appliquer une interdiction stricte sur les crypto-monnaies, un poison spéculatif et aucune valeur ajoutée économique ou sociale. » Et le mec, il a rien compris. Si un gouvernement interdit les drogues, il devait également interdire les crypto-monnaies. Voilà, t'as compris? Les cryptos, c'est comme la drogue, il faudrait l'interdire. Voilà, non mais, oh mon Dieu, mon Dieu. Donc, Johan est un journaliste et un politique belge. Il a été ministre des Finances de son pays entre 2014 et 2018, disons, ça devait être sympa entre 2014 et 2018. Et donc, la déclaration de Johan concernant les cryptos fait suite à la faillite de 3 banques américaines, dont 2 étaient impliquées dans le secteur des crypto-monnaies. Tu connais, ça, Silvergate Bank et la Silicon Valley Bank, on en a assez parlé. Et les conséquences de ces faillites ont atteint l'Europe, affectant le Crédit Suisse, une banque d'investissement majeure de vieux contenants. Et donc, les gens, qu'est-ce qu'ils retiennent? Ils retiennent, Silvergate Bank, Silicon Valley Bank a fait faillite à cause des crypto-monnaies. Le Crédit Suisse, il a fait faillite à cause de la Silvergate Bank et des valets de la Silicon Valley Bank et donc des crypto-monnaies. Et donc, les crypto-monnaies, c'est elle la coupable. Ils sont pas gentils, les crypto-monnaies. Voilà, c'est l'idée. Comme d'habitude, ils ont tout compris. Bourse en berne, Bitcoin à 28 000 $, la crise bancaire comme un déclencheur d'un nouveau bull run. Ça, c'est la bonne news, peut-être c'est Cryptotos qui nous dit ça, parce qu'effectivement, on n'oublie pas, hein, nous, dans nos têtes quand même, que le Bitcoin, pour ceux qui sont intéressés par la DeFi, par tout ce système-là, on sait bien que la crypto-monnaie, le Bitcoin, la DeFi, ce n'est pas du tout le système bancaire, hein, c'est quelque chose qui a été justement créé à une époque pour pallier au système bancaire ou peut-être même le remplacer un jour ou l'autre. Bon, ça, c'est d'autres discussions qu'on ne viendra pas entamer ici, on n'aura pas le temps. Mais donc, le Bitcoin, son chemin à lui, la DeFi, la finance décentralisée, auquel vous possédez votre argent, vous faites ce que vous voulez de votre argent et personne ne vous dit t'as le droit de ci, t'as le droit de ça, t'as le droit de tout perdre, si ça va très mal, on va t'en piquer une partie. Le Bitcoin, théoriquement, c'est fait pour autre chose. C'est pas du tout fait dans le même sens que le marché traditionnel. Et à l'époque où il a commencé à surgir en 2008 par Satoshi Nakamoto, son équipe, etc. On ne sait pas qui c'est exactement Satoshi Nakamoto, mais quand il a surgi, c'est à cause de 2008, hein, évidemment, où il y avait gros problème. Eh bien aujourd'hui, on en reparle un peu dans le bon sens. Aujourd'hui, alors qu'il y a un gros problème, alors qu'on vient de faire un bear market où le marché traditionnel est tombé, la crypto-monnaie qui est un actif risqué est tombée aussi, évidemment, ça coulait de source, comme on dit, eh bien le Bitcoin, là, il s'est comporté un peu différemment. Alors peut-être qu'on est en train de prendre conscience, ou est-ce qu'on est un peu FOMO, un peu trop FOMO rapidement? Parce que la conscience, on va l'avoir. Moi, je pense qu'avec les années, pour l'instant, c'est un bébé encore qui est en train de grandir. Bon, il est passé de bébé à adolescent, mais c'est un adolescent. Et c'est un adolescent qui est en train d'apprendre la vie, apprendre le monde, apprendre tous les systèmes financiers, est en train de grandir. Donc,
pour l'instant, je pense c'est encore un peu jeune pour dire que ça y est, on va se détacher du marché traditionnel et on va partir en flèche et on va s'assumer entièrement, complètement. Et finalement, cet épisode n'est pas forcément terminé. On voit que il y a environ 180 banques qui sont dans la même situation que Silicon Valley Bank, c'est-à-dire que ce sont des banques de taille moyenne, régionales généralement, hein, donc qui sont surtout déployées dans un État américain par exemple, et donc qui n'ont pas, qui ont sans doute fait des investissements aussi hasardeux que ceux de Silicon Valley Bank, hein, et donc qui peuvent avoir potentiellement des crises de liquidité, des problèmes de liquidité, d'autant qu'on a vu que les petites banques, pour le coup, en termes de pourcentage de cash par rapport au nombre de leurs assets, est revenu par rapport au niveau de 2019, quasiment au même niveau de 2019, quand on avait eu la grosse crise du repo, je sais pas si vous vous souvenez, je vous en avais parlé hier, mais on voit qu'elle, par rapport aux grosses banques, aux banques principales, hein, sont celles qui sont nationales aux US, hein, donc Citibank, JP Morgan, les très grosses banques même de retail, hein, c'est-à-dire pas forcément que les banques d'investissement, mais même les grosses banques de retail qui sont nationales. Et donc on voit qu'elles ont un pourcentage qui est beaucoup plus, qui est bien meilleur en termes de cash, hein. Et donc elles seront s'il y a des bank runs, elles seront beaucoup plus difficiles à déstabiliser. Et donc c'est un peu ce qui amène aussi Tyler Winklevoss, hein, vous savez, le fondateur de Gemini, qui n'arrête pas de souffrir dans cette crise. Lui, il a vraiment souffert à tous les niveaux, notamment surtout évidemment dans l'affaire Genesis, hein, Genesis qui lui doit encore sans doute autour de 700 millions, je crois. Et donc lui, ce qu'il dit dans un tweet, c'est que finalement le système bancaire aux États-Unis est très inéquitable, parce que vous avez d'un côté ces très grosses banques, comme je viens de vous le dire, ceux qui détiennent de l'argent dans ces très grosses banques ont assez peu de risques, parce que finalement, qu'ils soient assurés ou pas, eh bien la Fed viendra toujours les secourir, parce qu'elles sont considérées comme too big to fail, et que systémiques, en fait, trop dangereuses pour l'écosystème. Et au final, ils viendront toujours les protéger. Et après, on a les banques plus petites, les banques régionales, qui elles sont beaucoup plus exposées. Surtout quand vous êtes des investisseurs non assurés, hein, vous savez, au-dessus de 250 000 $, bon, vous êtes assuré, mais voilà, il y a aussi tous les investisseurs qui ne sont pas assurés. Et donc voilà, Silicon Valley Bank, elle a eu de la chance au final. Elle a eu de la chance parce que ça aurait été un cataclysme si elle n'avait pas été sauvée, mais typiquement, elle aurait très bien pu ne pas l'être. Et donc c'est pour ça qu'il y a il y a vraiment, et donc il y aurait finalement il y a plein d'investisseurs qui auraient pu se retrouver en pure perte. Et ce que dit Winklevoss, c'est qu'au final il y a le troisième palier, hein, ce sont les entités qui ne sont pas assurées, donc comme Gemini. Et là on a exactement le cas de toutes ces boîtes crypto qui se sont tous les investisseurs qui sont retrouvés sans assurance et qui sont retrouvés en pure perte. Et donc là il y a vraiment un système inégalitaire. J'en avais déjà parlé, mais là c'est très clair. Les régulateurs ont pris en charge Signature Bank pour protéger les déposants et la stabilité du système financier américain. Après, je sais pas si le fait d'imprimer 300 milliards de dollars en une semaine, ça va contribuer à la stabilité du système financier américain, mais bon, ça peut être une manière de voir les choses. J'attends ton retour en commentaire. Revenons maintenant sur les autres faits assez mystérieux. Il y a un membre du conseil d'administration de Signature Bank qui a déclaré que les régulateurs voulaient envoyer un message anti-crypto. En fait, la Signature Bank n'avait pas de raison de fermer ses portes, mais elle a dû le faire parce que les régulateurs voulaient mettre des bâtons dans les roues dans le développement de la crypto. Suite à cela, il y a le camp adverse qui a rétorqué en affirmant que la décision de reprendre la Signature Bank n'était pas du tout reliée aux activités crypto, mais au manque de données fiables et cohérentes que la banque n'arrivait pas à apporter, selon elle. Il y a également un rapport de Reuters qui a annoncé que la FDIC avait contraint tout acheteur de la Signature Bank d'arrêter les activités crypto reliées à celle-ci. Cette information a été démentie par la FDIC elle-même, on ne sait plus où donner de la tête. Mais bon, ce qui me fait assez rire quand même, c'est que factuellement parlant, ces faillites n'ont rien à voir avec la crypto. Au contraire, elles soulignent les vulnérabilités du système bancaire. Et on a également pu voir une hausse des coûts reliés aux cryptos, comme si les personnes voyant tous les risques reliés aux banques décident de se replier vers les cryptos. Si c'est la raison, c'est une très très bonne nouvelle. Dans tous les cas, nous, si on est dans les cryptos, c'est parce qu'on sait que la crypto est la solution. Avez-vous déjà joué au Monopoly ? Dans ce jeu, il y a une règle assez étrange. La banque ne peut pas faire faillite.
D'ailleurs, c'est expliqué très clairement dans les règles. La banque ne faillit jamais. Si elle manque de fonds, elle peut en émettre autant qu'elle le désire, simplement en l'écrivant sur du papier ordinaire. Mais le Monopoly et le monde réel, ce sont deux choses très différentes, n'est-ce pas ? Par exemple, le système bancaire réel est plus complexe. On a d'un côté les banques commerciales chez qui nous déposons notre argent, et au-dessus, les banques centrales, les grands gardiens du système monétaire. Mais alors que se passe-t-il dans le monde réel quand une banque commerciale fait faillite ? C'est une question qui est plus que jamais à l'ordre du jour après les événements des dernières semaines. Le 13 mars, plusieurs banques américaines font faillite, alimentant des craintes de contagion sur le système financier global. En France, le ministre de l'économie prend tout de suite la parole pour expliquer que le risque de contagion est faible et que les banques françaises sont solides. Et quelques jours plus tard, c'est le gouverneur de la Banque de France qui prend lui aussi la parole pour nous assurer que les banques françaises et européennes sont extrêmement solides. Le narratif officiel est très clair, l'épargne des Français est en sécurité et il n'y a pas à s'inquiéter. Mais malgré tout, beaucoup de gens ont commencé à se poser la question, qu'advient-il de notre argent si notre banque fait faillite ? Qui nous protège ? Le gouvernement ? La banque centrale ? Et surtout, avec quel argent ? Pour les quelques prochaines minutes, plongeons-nous dans les méandres des garanties du système bancaire et posons-nous une question très simple. Jouons-nous tous, sans le savoir, à un gigantesque jeu de Monopoly grandeur nature ? Ensuite, c'est important, c'est officiel, ça sera entre le 12 et le 14 avril, il y aura la possibilité d'unstacker les ETH grâce à la mise à jour Shanghai. Coinbase se prépare déjà une forte demande de staking. Alors, est-ce que c'est ça qui fait, on va le voir, c'est flagrant, la sous-performance des altcoins par rapport au Bitcoin, et en particulier l'Ethereum? Je ne sais pas, mais en tout cas, bien évidemment, ça ramènera quelques frissons mi-avril quand il y aura la possibilité d'unstacker. Après, je l'ai expliqué dans une autre vidéo, ça mettra du temps. Je crois qu'il faudra pratiquement 1 an pour que si l'ensemble des tokens stackés veulent être déstackés, il faudra 1 an, il y a un blocage, et donc ça pourra pas se faire comme ça en 2 jours, par exemple. Ah, enfin, le meilleur moment de l'année. Je te mets une petite ambiance parce qu'on va parler de quelque chose qui va faire mal. La déclaration fiscale. Je pense qu'on est pareil, j'ai jamais aimé faire ça. C'est compliqué, ça demande du temps et en plus, on n'y comprend rien du tout. Comme souvent sur YouTube, on parle souvent de comment on entre dans les crypto-monnaies, mais on parle très peu de comment on sort et comment on gère la fiscalité. Bon, pour le comment on sort, j'en ai parlé tout récemment, vidéo juste ici que je te mettrai à la fin. Mais la fiscalité, peu de vidéos. Alors je me suis dit qu'aujourd'hui, j'allais t'accompagner dans cette merveilleuse aventure. En regardant la vidéo, tu en sauras plus sur la fiscalité. Je vais tenter de faire efficace. J'ai des dates à te donner. J'ai plein d'infos pour toi qui te faciliteront la vie et te permettront de traverser cette épreuve du mieux possible. Ensuite, on passe aux transactions qui seront sur les MNBC. En fait, le rapport de Juniper Research prévoit une explosion des transactions en monnaie numérique de banque centrale d'ici 2030, passant de 100 millions de dollars en 2023, donc à l'heure actuelle, à 213 milliards de dollars en 2030. Alors, j'aimerais bien savoir quand même où se trouvent les 100 millions de dollars en 2023, puisque les monnaies numériques de banque centrale ne sont pas encore là, à part, il me semble, au Nigeria avec le INERA et potentiellement aux Émirats Arabes Unis, mais il me semble qu'ils l'ont pas encore mis en place aux Émirats. Mais par contre, ouais, au Nigeria, oui. Donc si ça vient que de là, je comprends pas trop. 100 millions de dollars déjà, alors que s'il y a que un pays. En tout cas, on verra bien. Hein, mais l'adoption des MNBC, en tout cas, elle serait en fait stimulée par l'amélioration de l'inclusion financière et une augmentation du contrôle des transactions par les gouvernements. Les pays peu bancarisés devraient du coup être les plus concernés, mais d'ici 2030, 92% des transactions en MNBC devraient être domestiques. En plus de ça, le rapport souligne également les défis tels que le manque de développement de produits commerciaux et de plateformes dédiées. Et c'est vrai, parce qu'au final, on aura ok une MNBC, mais si c'est la même chose et le même principe que notre compte bancaire à l'heure actuelle, bon, voilà quoi. Hein. Cette tendance illustre du coup la numérisation croissante des paiements et la surveillance accrue, contrastant avec l'utilisation des crypto-monnaies. Et c'est vrai puisque en fait, les MNBC c'est contre en fait les cryptos clairement, puisque ils ont bien vu l'explosion des cryptos, l'utilisation massive qu'il y a. Il faut pas le nier. Hein. Il y a encore des députés, des gens comme Aurore Luc qui dit que le Bitcoin ne sert à rien. Il sert tellement à rien qu'on nous taxe 30% en France. Il sert tellement à rien qu'ils veulent implémenter les MNBC
MBC pour remplacer les crypto-monnaies, pour avoir leur part de marché justement dans les cryptos. Le Bitcoin ne sert tellement à rien que, eh bien, il est utilisé dans de nombreux pays où l'hyperinflation est présent. Pour aussi, eh bien, des causes humanitaires, le Bitcoin ne sert tellement à rien non plus qui, eh bien, Orlaluc n'arrête pas de dire que le Bitcoin c'est mal, le Bitcoin c'est mauvais, c'est lui qui crée tout ce délire là avec les paniques, etc. Donc le Bitcoin ne sert tellement à rien, il y a tellement zéro valeur qu'ils sont tout le temps en train de devoir le détruire et le saccager à tel avec des propos un petit peu blessants pour le pauvre Bitcoin quand même, hein. Et le Bitcoin ne sert tellement à rien non plus qu'ils veulent détruire en fait le minage de crypto-monnaies en Europe, notamment avec la loi MiCA. Alors voilà, le Bitcoin ne sert tellement à rien que, on a tout le monde, les politiques qui veulent en fait détruire le Bitcoin. Mais oui, il sert à rien, bien évidemment. Comme vous le savez, on a eu la Fed, la Banque centrale américaine, qui est intervenue, ce qui fait que ça a augmenté bien évidemment les liquidités, pas les liquidités, mais ça a augmenté le bilan de la Fed. Alors ce n'est pas du QE comme on a pu entendre, comme injecter de l'argent, comme on peut entendre très souvent avec le quantitative easing. Là, il s'agit de prêter de l'argent aux banques pour renflouer en quelque sorte leur liquidité, leurs réserves pour faire face vraiment parce qu'elles sont à sec. Les liquidités des banques sont à sec. Alors, il y en a qui disent la dernière fois qu'ils ont fait ça, c'était des bottoms comme en 2020, comme en 2008, 2009. Cependant, on n'est pas dans le même contexte que 2009 et 2020. Pourquoi ? Parce que les taux ne sont pas au même niveau. Ce qu'il faut savoir, c'est que en 2009, les taux, la Banque centrale américaine avait baissé les taux à 0%, ce qui fait que l'argent qu'elle prêtait était à 0%. Aujourd'hui, l'argent qu'elle prête est aux alentours de 4,75-5%. Et elle prête cet argent-là aux banques qui sont déjà en difficulté. Donc, ce qui fait que ça part encore. Ces banques-là, ce sont des banques régionales. Donc, par exemple, vous avez KRE qui peut aller voir des banques régionales et vous pouvez constater que les banques régionales sont très fortement impactées. Et vous voyez que de toute manière, elles étaient de plus en plus impactées puisque la tendance était aussi baissière depuis maintenant, comme sur les marchés, comme depuis début 2022. Je vais juste enlever ça. Donc ces banques-là, c'est celles qui prêtent à des compagnies un peu plus à risque, un peu plus de croissance, qui essayent de faire octroyer des prêts plus risqués. Donc elles, pour renflouer leur liquidité, elles empruntent maintenant auprès de la Fed avec des taux qui sont aux alentours de 4,5-5%. Donc on n'est pas dans le contexte de 2008, 2009 ou 2020 qui signalait aussi des bottoms puisque aussi on avait injecté de l'argent. Là, cet argent-là, elle va le garder au maximum pour elle puisqu'elle est déjà à sec et que les taux ne sont pas non plus à 0%. Donc, elle va garder ses liquidités pour faire face à, par exemple, des demandes de retrait d'argent ou autre. Donc voilà. Donc il faut faire attention avec ce qui est dit, puisque là on n'est pas du tout dans le même contexte et on n'est pas du tout dans une impression monétaire non plus comme on a l'habitude d'avoir. C'est un petit peu de l'argent, c'est vraiment un secours qui a été fait pour renflouer les liquidités des banques, mais cependant les banques vont pas prêter plus. C'est ça le point, pour relancer la croissance. Elles vont pas forcément prêter plus puisque justement le niveau des taux reste quand même très élevé. Alors du coup, étant donné qu'on dépend de la macroéconomie, on regarde la macroéconomie comme d'habitude. Sur le DXY, on voit qu'on a un très beau rejet ici qui a été effectué sur les 105, une structuration qui est en train de se faire ici. Bon, pour l'instant c'est pas marqué, je pense qu'on pourrait aller retravailler jusqu'au 102 avant de potentiellement avoir un rebond pour ici aller retester les 105. Si jamais ça se fait, ça veut dire qu'on a un marché qui est plutôt ok. Par contre, si on continue à s'enfoncer au niveau du dollar, ça veut dire que on va durer un petit peu dans la crise financière US, la crise de liquidité, et le dollar risque d'aller justement retester les 100, ce qui serait plutôt positif sur les autres actifs, notamment comme le BTC dans lequel on aurait un petit peu de largesse, et c'est un petit peu ce que l'on peut attendre aussi de ce côté-là. On est également officiellement depuis hier soir passé en bull market puisqu'on a pété tous les EMA ici à la hausse, on n'a plus aucun EMA au-dessus de l'action price. Dans tous les cas, on ne s'affole pas, aucun bull market ne monte en ligne droite. Peut-être ici on va road to 31 000, petite correction pour shaker quelques week-ends avant de remonter. Ici tout le monde dira de nouveau bear market et ensuite to the moon. Autre chose importante à prendre en compte, ce sont les banques qui se pètent la gueule, et depuis que les banques se pètent la gueule, Crédit Suisse, Silvergate et tous ces trucs-là,
bah le Bitcoin réagit de manière plutôt bullish, ce qui est bon, c'est-à-dire que les gens font confiance au Bitcoin, tout comme l'or pump totalement, le Bitcoin aussi, et ça c'est une très bonne nouvelle pour le Bitcoin, s'il pump avec le crash des banques. Peut-être que les gens sont en train de se réveiller enfin et ils se disent ouais, même si le Bitcoin des fois se pète la gueule de 60%, au moins on pourra pas en imprimer à l'infini, il y en a 21 millions et c'est tout. Une fois que les 21 millions sont distribués, sont minés, impossible d'imprimer des Bitcoins supplémentaires. Sur Binance Future, c'est très très rouge au nord, à partir de 28 500 pas mal d'ordres de vente, jusqu'à environ 28 700 pas mal de zones. Donc très intéressant pour les frais de trading d'aller dans ces zones chercher ces ordres. Et sinon sur les spots, regardez ça met un peu de temps à charger, mais à partir de 28 500, énormément de rouge. Et surtout à partir de 29 000, beaucoup de rouge, donc beaucoup d'ordres. Ici on peut voir la taille des ordres avec les vagues. Et au sud, c'est plutôt petit par rapport au nord. Donc beaucoup de gens qui veulent vendre ici, ça signifie des frais de trading. Et ça signifie que les exchanges aimeraient bien aller dans ces zones pour exécuter ces ordres et donc encaisser les frais de trading. Donc c'est simple, un Bitcoin qui casse 30 000, bah, c'est des gros titres, et c'est ce qui va intéresser des nouvelles personnes, et ce qui va pouvoir faire FOMO ces personnes-là, et du coup bah, trouver le volume de distribution à de la smart money plus haut. J'en avais parlé, mais n'oubliez pas le prix de production qui va passer dans les 26 000 $ d'ici un an, donc ce sera des zones de prix plancher à peu près. On en avait parlé également, mais l'investissement est rationnel sur le BTC tant qu'on est sous 28 000, donc là on va commencer à quitter les zones d'investissement de la smart money. C'est-à-dire que ici, en gros, faut bien se dire que c'est le public qui va arriver une fois qu'on va casser les 30 000. Ça me rappelle un petit peu 2019, où il y avait ici la grosse résistance des 6 000, on est passé dedans comme dans du beurre, et après le public il est arrivé pour alimenter le FOMO derrière. Bon, il est plutôt arrivé après les 10 000 de mémoire. Mais grosso modo, voilà, pour moi ça serait pareil, donc la grosse résistance ici, ce gros bloc ici qui est un support, qui était un support qui devient résistance. Hop, faut transpercer ça. Une fois qu'on transperce ça, on transperce les 30 000. On transperce les 30 000, le monde entier se remet à parler du Bitcoin. Et derrière, on peut alimenter un rallye FOMO. Peut-être dans les 40-50, honnêtement, ça m'étonnerait pas. Bon, au moins 36 000 $ pour moi, c'est l'objectif premier arrêt. Maintenant, s'il y a vraiment un gros mouvement FOMO, en 2019, on s'est arrêté où, si l'histoire se répète? Légèrement au-dessus des 61,8. Donc en fait, on est venu littéralement chasser tous les stops avant le sommet. Si je vous mets le graphe en mensuel, on est venu chasser tous les stops, on est venu à 61,8, on s'est reverse. Les stops, ils sont où? Ils sont au-dessus de 48 000, 61,8 c'est 48 500, ça ferait genre une mèche dans les 50K pour un top final, avec toute la terre entière et FOMO dans le Bitcoin ici, pour que derrière on ait justement peut-être des retracements avant l'halving, et là qu'on y aille vraiment. En gros, que l'histoire se répète comme le cycle précédent, si c'est le cas. Avec peut-être une récession en 2024, et donc justement un narratif baissier 2024, autour de l'halving pour poser le bottom par la suite, autour des prix de production vers les 26 000 pour derrière avoir des reprises haussières, pourquoi pas. Avec du coup une récession, donc une inflation qui aurait baissé par la suite, des taux qui seraient rebaissés et une nouvelle stimulation économique en recréant des milliards de rien du tout pour repumper tout ce bordel et repartir dans un cycle haussier tout simplement. Bon, après encore une fois, faut pas trop s'enflammer, faut voir comment le prix va réagir à l'approche de ces grosses résistances, faut que ça break. Donc le BTC en mensuel. Alors là c'est pour répondre à plusieurs personnes qui m'ont posé la question sur Twitter en me disant quid du nuage mensuel. Alors le nuage mensuel, je l'ai expliqué dans ma précédente vidéo, j'avais dit qu'il y avait deux solutions. Soit le Bitcoin arrivait à remonter au-dessus de ce passage fin, de ce nuage fin qui est vertical dû à cette hausse qui est ici, c'est la conséquence de la hausse qui est ici, donc on a un passage fin, il est vertical ce nuage, il n'est pas horizontal comme d'habitude, donc il peut pas faire support ou résistance. Un support résistance c'est à l'horizontale, donc ici c'est une résistance, au-dessus si on est au-dessus c'est un support, là c'est vertical, donc ça fait ni support ni résistance. Et j'avais expliqué qu'il faudrait que le Bitcoin se presse et qu'il arrive à reprendre de l'altitude avant la fin du mois pour éviter de se retrouver sous le nuage et donc de se retrouver avec une résistance. S'il continue à monter de la sorte ici, le côté positif, c'est qu'il n'aura que la Kijun mensuelle à casser pour repartir franchement à la hausse, pour reprendre la tendance haussière de fond qui est toujours là, mais qui pour le moment est en stand-by depuis qu'on avait cassé cette Kijun mensuelle en mai 2022. Donc il faut reprendre ça. Maintenant, évidemment, si
et c'est ce que j'avais dit, si on clôturait sous le nuage, ben, le mois suivant, par la force des choses, hein, la bougie suivante, elle allait ouvrir sous le nuage, et à ce moment-là, on allait retrouver ces résistances ici, et c'était plus embêtant, parce que du coup, il faudrait traverser à la fois le nuage, et ensuite la Kijun mensuelle, donc c'était plus compliqué. Donc pour le moment, la situation, on va dire elle est plutôt positive, en sens où il a l'air de vouloir en monter, et donc s'affranchir de ce nuage pour ce mois-ci, hein. Alors le mois prochain, s'il se retrouve ici, ça sera plus facile, hein, que s'il se retrouvait là-dessous. Donc voilà, on a un côté positif. Maintenant, j'attire quand même votre attention sur le fait que il faut pas crier victoire trop tôt sur une reprise de long terme de la tendance haussière. Pourquoi? Parce que quand on regarde ce qui s'est passé avant, à chaque fois que le Bitcoin est venu chercher sa Kijun mensuelle, ça a été travaillé. Vous voyez qu'ici, il est allé la chercher ici, ça a travaillé avant de donner la pulsion. Donc il se passe quand même quelques mois. Je suis sur un graphique mensuel, là, on n'est pas dans un graphique journalier. Quand on regarde ce qui s'est passé en 2018, on est descendu, on est revenu chercher la Kijun mensuelle, et après on a latéralisé avant de redonner l'impulsion haussière en recassant le nuage. Donc, je ne dis pas que c'est ce qui va se passer. Je dis que il faut prudence gardée, en sens où on peut avoir exactement le même phénomène, c'est-à-dire qu'on va on peut revenir chercher cette Kijun mensuelle. Moi, à point de vue objectif, ça me va bien, hein, les 42 000, 40 000, oui, why not. Repasser, alors soit repasser à la baisse, soit latéraliser dans ce nuage avant de redonner une impulsion haussière. Maintenant, le côté positif des choses, on peut aussi voir qu'on casse la Kijun mensuelle, on casse les derniers points hauts et on part à la hausse. C'est pas parce que ça s'est passé comme ça dans le passé que ça va nécessairement se repasser de la même façon dans le futur, hein. Les performances passées ne présagent pas des performances futures. C'est un adage qui est quand même très bien connu en bourse. Et une autre charte qui est quand même intéressante que je voulais vous montrer, guys, c'est la dominance du Bitcoin. Tu peux voir là, qu'on est dans un rallye très solide là, depuis les dernières semaines. On a un Bitcoin qui avait une dominance à 42 qui est rendu à 47%. La résistance, la prochaine résistance qui est très forte, c'est les 48 053. Est-ce que ça veut dire que si on se rend à justement aux 48 053, c'est-à-dire aux 48%, que par la suite, on va avoir un certain mouvement des altcoins, c'est une possibilité. Mais encore une fois, dans le contexte où est-ce qu'on est actuellement, on peut pas vraiment savoir qu'est-ce qui va se passer. Si on suit le cycle des choses, moi je t'avais parlé justement de mon potentiel, je dirais, scénario que je m'étais donné jusqu'à cet été, un Bitcoin à 55, 60 000, puis par la suite une correction aux 25, 26 000. Ça, c'est le ton que j'ai eu depuis le mois de décembre dernier, qui m'a fait un peu changer de ton la semaine dernière avec tout ce qui s'est passé. Mais mon plan initial, c'était ça. Et jusqu'à maintenant, ça m'a l'air à être le plan qui est en train de se réaliser. Donc, faut pas sauter aux conclusions tout de suite, guys. Vous le savez. Mais la dominance du Bitcoin qui reprend du poil de la bête. Et habituellement, ce qu'on voit, c'est justement ça, l'argent qui rentre dans le Bitcoin, dans l'intérieur, mais par la suite, ça tombe dans les altcoins, peut-être avec une plus forte capitulation. Puis par la suite, on descend capitalisation. Et puis par la suite, on tombe dans les low altcoins. Donc, c'est un peu le scénario habituellement là, qui se passe. On a un Bitcoin qui pompe, le reste qui pompe. Mais honnêtement, d'avoir un Bitcoin qui a pompé, comme je vous ai dit, là, de 30%, de 33% au courant des 7 derniers jours et que le reste suit pas de la même façon. Honnêtement, c'est plutôt rare, je vais vous dire. C'est plutôt rare, mais écoutez, guys, faut prendre ça du bon côté. C'est là que on parle de Bitcoin, on en parle régulièrement. Il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, Bitcoin, c'est fait pour les grands-papas. Ça va pas marcher. Il y a des meilleurs blockchains qui sont plus vite, plus rapides. » Oui, mais le Bitcoin n'est pas contrôlable et n'est pas saisissable. Alors une question qui revenait très très fréquemment, pourquoi les altcoins ne pumpent pas en ce moment? Alors c'est vrai qu'on en avait parlé, moi ce que je te disais c'est en fin de compte c'est normal, le premier argent qui arrive sur ce type de marché c'est le Bitcoin. Alors les altcoins ne montent pas, c'est tout simple, parce qu'en fait ce tableau-là a quasiment tout le temps raison. À savoir, si vous avez une dominance qui monte, donc vous l'avez ici, si vous avez le Bitcoin qui monte, vous l'avez ici, les altcoins ils baissent. Parce que ça veut dire tout simplement que tout l'argent va sur le Bitcoin. Même des gens qui ont des crypto-monnaies potentiellement bien, les vendent pour du Bitcoin. Exactement. Bon, c'est ça que ça veut dire. Quand vous allez voir la dominance qui va baisser et que le Bitcoin continue à monter, là, vos altcoins vont vachement performer. Pourquoi le Bitcoin vampirise autant les flux monétaires, les inflows? C'est tout simple. Je vous le montre ici.
Parce qu'en fait, on voit que le Bitcoin est en train réellement, comme le dit BlackRock, de devenir une valeur refuge. Et ça, c'est assez rare. Parce qu'en fait, sur le dernier bull run, on a cru que ça pouvait l'être, on a cru qu'il y avait une masse d'adoption, mais on est beaucoup trop early et on était encore pas sûr à 100%. Et dès que ça commençait à paniquer, on s'est dit non, c'est pas le moment, on vend, et il y a eu tout le bear market qui a suivi. Là, aujourd'hui, contrairement à beaucoup d'autres assets, il est en train de se corréler totalement depuis quelques semaines à l'or, au gold, et plus du tout au SP500, alors que beaucoup disent « Ah, le SP500, si ça fait ça, le Bitcoin va faire ça ». Non, vous voyez très bien que le SPX tâtonne, voire baisse, fluctue, et le Bitcoin, lui, il est en mode ligne droite to the moon. Donc, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui... Valeur refuge, on a beaucoup moins confiance dans les actions qui sortent pour beaucoup d'ATH. Donc, vous voyez ici, en fait, l'or est en train de faire des plus hauts sommets depuis très longtemps, exactement comme le Bitcoin. Ça devient vraiment une valeur refuge. Bon, l'or, on le savait, mais le Bitcoin aussi. Ça, c'est assez nouveau. Et c'est du coup pourquoi vous avez cette dominance qui explose et vos alts qui diminuent autant. Notamment, si vous regardez quelles sont les phases à venir, c'est toujours... Là, par contre, c'est un classique. Ça, c'est un classique. Bitcoin, Ether en numéro 2 avec peut-être BNB et un très gros aussi, on ne pourrait pas forcément savoir. Large cap, les plus gros, on va dire le top 30. Et puis après, alt season, c'est les plus petits qui décollent. Donc, pour résumer, d'abord, l'argent va dans le Bitcoin. Une fois qu'ils sont sécurisés en se disant... Ça va, mon argent est bien en place. Bon, est-ce que je n'ai pas d'autre chose à faire avec mon argent? Donc, il y aura peut-être un petit peu de Bitcoin qui sera vendu au prise de profit pour investir. Pour investir dans les large cap, puis dans les middle cap et les low cap. Exactement. Le deuxième jeu dont je voulais te parler, c'est tout simplement The Fabled. Bon, je ne sais pas trop comment le prononcer, donc tu me pardonneras mon accent anglais. Ce jeu-là ne sera pas sans te rappeler le fameux Skyrim. On sera sur un RPG relativement classique où tu vas pouvoir en fait au début choisir une des 3 classes qui te sont proposées. De mémoire, t'as les monstres, les humains ou je sais plus une 3e classe, mais en gros, voilà, elles sont toutes les 3 là. Ça va modifier en fait ton aventure et un petit peu comme sur le jeu avant, en fait, ton stuff sera directement tes NFT. Donc tu pourras grinder en fait sur le jeu, tu pourras farmer et tu pourras échanger tes items les plus rares sur le marché secondaire pour essayer de te faire un petit peu d'oseille. Le jeu est bâti sur Unreal Engine 5, donc c'est vraiment un gros moteur graphique, c'est l'un des plus gros moteurs graphiques actuellement. Le jeu en tout cas n'aborde pas trop le côté justement NFT, le côté crypto, le côté Web3. Je pense que c'est une décision relativement malin parce que c'est assez difficile encore en ce moment d'onboarder des joueurs Web 2, donc c'est-à-dire de les convertir et en tout cas pour des joueurs classiques de jeux vidéo classiques de les amener sur des jeux vidéo Web 3. Donc c'est pas trop abordé sur le site en tout cas, mais je pense que c'est plutôt malin. Pourquoi je te parle de The Fabled? Tout simplement parce que ils ouvrent leur première alpha. Donc alpha, c'est ce qui vient avant la bêta en mars 2023. Tu vas pouvoir y accéder notamment si tu as un Mint Pass ou un Mint Key NFT. Donc je te laisse te renseigner de ton côté si ça t'intéresse pour jouer à l'alpha. Ou bien si tu étais whitelisté. Par contre, les whitelists sont d'ores et déjà fermés. Donc maintenant, tu n'as plus que la possibilité d'acheter un Mint Pass ou un Mint Key au marché secondaire si tu veux pouvoir tester l'alpha de The Fabled. Immortal Games, c'est quoi? C'est un projet de jeu d'échecs que j'aime beaucoup, qui est sur Immutable X. Sachez que ça bulle de très très fort. Je suis en train de parler avec eux pour faire éventuellement aussi un partenariat parce que c'est vraiment un projet que j'aime beaucoup. Ils ont notamment Maxime Vachier-Lagrave, qui est donc un ancien champion du monde de l'an dernier en fait de Blitz aux échecs. Ils ont aussi Dina avec laquelle j'ai joué du coup pendant la NFT Paris. Enfin bref, c'est un projet que j'aime vraiment beaucoup. Ils ont aussi Sardoche. Et du coup voilà, je mettrai un petit lien en description pour ceux qui veulent rejoindre. Mais sachez que c'est vraiment un projet qui fait des belles choses et qui bulle de beaucoup de choses dans l'ombre. Est-ce que vous avez aimé Diablo? Alors restez au bout de la vidéo, on a peut-être quelque chose pour vous. Le jeu Web3 dont on va parler s'inspire clairement de Diablo, et la team ne s'en cache pas d'ailleurs. Environnement in-game très proche, avec un aspect sombre gothique des donjons, déplacement en couloir fermé. Bon, niveau graphisme, on se rend compte que n'est pas Blizzard qui veut. Le shading n'est pas époustouflant, la fluidité des mouvements des personnages non plus, et en termes d'effets spéciaux, de FX, on pourrait s'attendre à mieux, mais ça le fait quand même. Guild of Guardian est un jeu métavers dans lequel vous avez la promesse de la propriété de vos assets grâce à la crypto et aux NFT.
À ce jour, le jeu n'est pas sorti et n'est pas non plus jouable en bêta. Guild of Guardian est aujourd'hui exclusivement prévu sur mobile. C'est un jeu d'action RPG et puisqu'il est fortement inspiré de Diablo, on peut à la limite le mettre dans les hack and slash. Dans les hack and slash, vous cassez des monstres par grappe de 10 pour augmenter votre XP et vos capacités afin d'obtenir de meilleurs équipements pour massacrer du mob en masse. Plus vous gagnez de niveau, plus vous zigouillez des monstres costauds, etc. Et oui, le hack and slash, c'est un peu le monde de la surenchère. Le jeu sera gratuit d'accès et sera disponible depuis les stores. Vous aurez accès à des héros communs avec des compétences limitées. Guild of Guardians a fait le choix de partir sur un lore très minimaliste qui tient en une ligne. Ce jeu se déroule dans un environnement familier de RPG fantasy où les joueurs peuvent jouer des mages, des guerriers, des elfes, des orques et bien plus. On est même loin d'un Dogami ou d'un Nyan Heroes qui ont poussé un peu plus loin le storytelling et surtout d'un CTA qui nous fait déjà rêver de devenir la prochaine franchise à succès genre Harry Potter. Mais bon, dans une lettre ouverte, Justin Hulog, le Chief Studio Officer, a déclaré vouloir approfondir le lore. Donc on verra bien. Vos héros en NFT sont donc simplement des gardiens qui vont grind du donjon. Côté gameplay, on retrouve une équipe de 4 héros et des parcours de donjons instanciés, c'est-à-dire générés aléatoirement. Donc unique à chaque fois. C'est du déjà vu, mais c'est intéressant. En farmant les donjons, vous allez gagner de l'XP et collecter des ressources qui vous seront utiles pour crafter des objets plus puissants ou pour invoquer des héros. Les ressources seront aussi nécessaires pour accéder à des donjons de niveau supérieur qui dropperont des loots plus rares. Tu n'es pas rassasié, retrouve à gauche le Zap Crypto de la veille et à droite le Zap Crypto de l'année dernière, jour pour jour. Tu as trouvé une ou plusieurs actus intéressantes? Fais-le moi savoir en commentaire.